On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit François Trépanier, directeur des communications chez Tourisme Montérégie. Il va nous parler, entre autres, des escapades hivernales. L'hiver n'est pas fini, il y a encore moyen de profiter, mais il y a des activités à l'extérieur, mais il y en a aussi à l'intérieur qu'on peut faire du côté de la Montérégie. Mais d'abord, c'est une histoire un peu qui nous brise le cœur. Moi, quand j'ai vu ça dans le Canada français au début du mois de janvier, j'ai dit c'est incroyable. Une jeune mère de famille qui, actuellement, son enfant a 5 ans, atteint d'une maladie rare, a besoin d'un médicament. Le médicament existe, médicament efficace, mais qui coûte 350 000 par année. Et actuellement, le gouvernement refuse de le payer. Elle a démarré une pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale avec des résultats impressionnants. On la reçoit à l'instant. Un article paru dans le Canada français du 4 janvier dernier, évidemment, avait retenu mon attention. Quand on voit des enfants, évidemment, qui sont malades, qui sont gravement malades, mais qui, dans certains cas, nécessitent évidemment plusieurs hospitalisations et une prise de médicaments. Et là, malheureusement, entre en ligne de compte l'argent. Donc, le médicament coûte un certain prix et dans certains cas, ça devient fort problématique. Dans ce cas-ci, on parle du cas de Émile Demers, qui a 5 ans, qui est atteint d'amyotrophie spinale et il doit prendre, en fait, pourrait prendre un médicament qui coûte 350 000 par année. Ses parents, donc, ont lancé une pétition qui a atteint un chiffre tout à fait incroyable là, qui se terminait ces jours-ci. Avec nous, sa maman, Émile Loignon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, expliquez-nous tout d'abord un peu le cas d'Émile. Donc, à quel moment la maladie a-t-elle fait son apparition et c'est quoi son état de tous les jours aujourd'hui? OK. Fait que Émile a l'amyotrophie spinale. Dès sa naissance, moi, je voyais des petits symptômes, mais il y a eu un diagnostic officiel vers 13 mois parce que c'est long dans notre système à voir un neurologue pour avoir des diagnostics. Fait que chez Émile, puis chez les amyotrophies spinales, c'est une paralysie graduelle. Donc, il perd ses muscles volontaires au fur et à mesure qu'il grandit. Fait que ces enfants-là, ils perdent la capacité de bouger, de parler, de manger, éventuellement de respirer, puis en décèdent à de très jeunes âges, tout dépendant de leur type. Il y a des types 1, que eux, le décès survient dans les premiers 2 ans. Ouais. Émile est un type 2, sur le bord d'un type 1, mais un type 2. Puis ça, c'est l'adolescence, début vingtaine. Et puis, on a des types 3 qui vont jusqu'à l'âge adulte, mi-adulte. Oui. Fait que c'est la même maladie, mais un stade différent, finalement, une gravité différente. Et donc, dans le cas d'Émile, il pourrait vivre jusqu'à 12, 15 ou 20 ans, mais ça en même temps, puis la science peut évoluer et tout ça. Exactement. Bon. Et qui dit science qui évolue, tant mieux. Oui. On met sur le marché des médicaments qui peuvent les aider. Mais là, dans ce cas-ci, pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce qu'il y a le prix du médicament de 1. Il est 750 000 pour la première année, 350 000 les années suivantes, parce qu'il y a un peu moins d'injections et de doses de médicaments la deuxième année. C'est difficile parce qu'en ce moment, le gouvernement refuse de le payer pour nos enfants, tandis que dans 15 autres pays, incluant les États-Unis, l'Italie, tous les pays développés, les enfants, les personnes ont atteint, ils ont le droit à ce médicament-là. Mais honnêtement, vous dites ça, moi je regarde ça, et je fais, c'est honteux, c'est scandaleux. Je veux dire, s'il y a 15 pays dans le monde, des pays évolués, développés, le Canada est quand même un pas pire pays développé dans le monde, comment ça se fait qu'ici, on ne l'a pas, puis qu'ailleurs, on l'a? Est-ce qu'il y a une explication à ça? Bien, le Canada est différent. Le Québec est encore plus différent du restant des façons de procéder dans ce qui traite aux maladies rares. Au Canada, on n'a pas de politique sur les maladies rares. Alors, chaque médicament est négocié avec la pharmaceutique directement. Mais il faut que le gouvernement veuille s'asseoir et négocier. Alors, nous, Santé Canada a recommandé le Spinraza pour tous les types d'amyotrophie spinale, a dit qu'il est sécuritaire et il est efficace. OK. Donc, Santé Canada a déjà fait son travail. Oui, exactement. Ça a été long, mais ça a été fait. OK. Puis on dit oui, on est d'accord, comme les autres pays, c'est bon. Maintenant, il reste le financement. Puis chez nous, au Québec, c'est l'INES qui décide ça, l'Institut national en excellence en services sociaux. Et eux ont déterminé que oui, c'est un médicament efficace, mais il est trop cher. Fait qu'au lieu de se rasseoir à la table de négociation et le négocier, ils ont juste dit « c'est trop cher, on arrête ça là ». Et qu'est-ce qu'il fait, le médicament? Le médicament, il va redonner la protéine manquante dans le corps des personnes atteintes. Fait qu'il y a des gens, si donnés très tôt, ne développent pas la maladie. Ah ouais? Donc, on peut imaginer les coûts que ça sauve à la société si on le donnerait assez tôt. Puis si on le donne à une personne qui est plus atteinte, elle stoppe la dégénérescence.
Donc, la personne peut maintenir sa qualité de vie. Puis, dans beaucoup de cas, la majorité des cas, ils font des gains encore de... Et dans le cas d'Émile, à quel moment, donc, on vous a proposé la prise de ce médicament-là? Bien, en fait, nous, ça fait longtemps qu'on suit l'évolution. On est tellement contents, justement, d'apprendre que c'était disponible aux États-Unis le 25 décembre. C'est un beau cadeau de Noël 2016. Okay, donc, c'est tout récent là, que vous connaissez l'existence? Non, ça fait quelques années qu'on le voyait venir parce qu'on a des connaissances dans les études cliniques qu'ils ont faites. On savait que ça s'en venait, mais il n'était pas approuvé. Il était encore en stade d'études cliniques. Là, il a été accepté il y a 1 an et demi aux États-Unis. Puis on attendait parce que ça a pris quand même 1 an et demi. Bon. Et dans un cas comme celui d'Émile, qui a 5 ans, donc évidemment, ce que je comprends, c'est que plus tôt c'est pris, mieux c'est. Oui. Oui. Bon. Puis le moins de dommages a été fait à son corps. Bon. Et là, donc, en date d'aujourd'hui, c'est quoi le quotidien d'Émile aujourd'hui, à 5 ans? Émile ne peut plus manger. Il a un gavage. Il a de la misère à respirer. Fait qu'il a un BiPAP, un ventilateur presque en tout temps. Il a un fauteuil motorisé depuis qu'il a 1 an et demi. Il se promène avec. Et il ne peut pas rouler. Il n'a jamais pu rouler. Il ne peut pas lever ses bras plus haut que ça. Fait que c'est difficile pour lui d'aller jouer ou même d'écrire. Mais il a toute sa tête. C'est des enfants qui sont très, très intelligents. Fait qu'il va dans une école régulière ici à Saint-Jean, puis avec une infirmière en tout temps, bien sûr. Fait que lui, le côté social, il l'a, mais tout ce qui est physique, il ne peut pas le faire. Est-ce qu'il prend d'autres médicaments? Il n'en existe pas d'autres. Le Spinraza, c'est le seul qui existe. Et là, dans le fond, donc, à partir du moment où vous savez que le médicament est approuvé, qu'il existe, qu'il est disponible aux États-Unis et tout ça, là, vous entreprenez donc des démarches pour qu'il puisse l'obtenir. Il est suivi, quoi, au Children à Montréal? Est-ce qu'il y a beaucoup de cas qui ressemblent à celui d'Émile, de cette maladie, de l'amyotrophie spinale? On estime à peu près 100 au Québec. 100 au Québec? Oui. Bon, qui sont dans la même situation que vous? D'autres sont peut-être plus critiques si c'est des types 1. Oui, c'est semblable, oui. Et donc, ce sont tous des gens qui potentiellement pourraient prendre le Spinraza? Oui. Mais qui probablement, tout comme vous, par faute de coût, évidemment, ne peuvent pas l'assumer, là. Exactement. Il n'y a pas personne qui peut payer ça, là. Donc là, vous avez lancé une pétition en ligne sur le site du gouvernement du Québec, l'Assemblée nationale, en fait, l'Assemblée nationale. D'ailleurs, au moment où l'article de Valérie Legault du Canada français avait paru, le 4 janvier, là, en date du 20 décembre, vous étiez rendu à 7000 personnes. Et là, avant l'entrevue, vous m'avez fait sauter un peu. Vous m'avez dit que, parce que là, la pétition est terminée, vous avez atteint 15 000. Oui. C'est énorme. Oui. C'est ça a dépassé même la procréation assistée. C'est une des pétitions les plus signées dans l'histoire du Québec. Et vous dites que c'est probablement la 24e pétition... La plus signée au Québec, dans l'histoire du Québec. Dans l'histoire du Québec. Oui. Puis on l'a juste ouvert pendant 6 semaines, à quoi la vous pétition. attribuez ce succès de signature de pétition? Je comprends, bon, l'article est paru dans le Canada français, probablement eu un effet à ce moment-là. Vous avez probablement dû le propager sur les médias sociaux, je présume aussi. Mais comment on peut expliquer qu'il y a autant de gens qui ont signé la pétition? Bien, je pense que ça touche beaucoup les gens, de savoir qu'il existe quelque chose, puis on ne peut pas l'atteindre, même s'il existe. Peu importe la maladie, ce que c'est, puis ce que ça implique pour les autres maladies rares, ou même moins rares, ou peut-être même des types de cancers. Je pense que les gens sont touchés par... Il existe quelque chose, puis il y a quelque chose de brisé dans notre système de santé qui fait qu'on n'a même pas accès à ce que d'autres ont accès dans d'autres pays développés. Généralement, il existe, en tout cas au Québec, parce qu'on a déjà reçu d'autres cas ici à l'émission, où il peut y avoir une autorisation, disons, une décision discrétionnaire du ministre qui pourrait s'appliquer. Mais dans votre cas, à vous, ça ne peut pas s'appliquer. C'est difficile. On a demandé des patients d'exception, médicaments d'exception. Ce qui est particulier du Spinraza, c'est qu'il est donné dans la colonne. C'est une injection intratécale. Donc, ça doit être administré en hôpitaux. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué d'avoir le patient d'exception. Parce que le patient d'exception, si le ministre l'autorise, puis on va à la pharmacie, là, ça va. Mais on ne peut pas aller à la pharmacie. Même pas. Faut passer directement. Dans ce cas-ci, mais en général, parce qu'il est donné à l'hôpital. Oui, exactement, par injection. Bon, avez-vous eu des accusés de réception de la part du ministère, du ministre? On a été à sa rencontre, justement. On a vu un moment donné en tant que groupe, parce que je suis présidente de QRSMA Québec, qui est un chapitre québécois de QRSMA Canada. Puis on a trouvé M. Barrette, qui n'était pas prêt à nous voir, mais on a trouvé où ce qu'il était, puis on a été l'interroger, puis il nous a donné, justement, de passer à la télévision, dans les journaux. Lui, il disait que c'était pas efficace, le médicament. OK. Qui contredit son propre gouvernement, l'INES, qui disait que c'était efficace. Donc,
OK, là, c'est parce Nous, on pense que c'est vraiment une question d'argent, puis ils ne veulent pas s'asseoir à la table des négociations, puis négocier. Bon, là, évidemment, la pétition, c'est un outil. Là, vous allez faire quoi à partir de ce moment-là pour accentuer la pression sur le gouvernement? La pétition, elle est parrainée par monsieur le député Dave Turcotte, ici à Saint-Jean. Puis, donc, lui, en tant qu'opposition, en tant qu'aussi de délégué, je crois, aux médicaments, il a le pouvoir de poser des questions à l'Assemblée nationale, puis faire ouvrir le sujet là, sur la discussion. Pour mettre de la pression là-dessus. Exactement. Bon, on est en année électorale en plus de ça. Oui. Et là, pour vous, en même temps, comme on dit, le chronomètre tourne, là. Oui, c'est ça. Fait que pendant qu'il y a ces débats-là entre la pharmaceutique puis le gouvernement, bien, il y a ces enfants-là qui n'ont pas de médicaments puis qui se voient dépérir, puis il y en a certains qui vont mourir avant qu'il y ait le médicament. Et mis à part la pétition ou la pression sur le gouvernement, avez-vous d'autres options à court terme? Avez-vous pensé faire des levées de fonds? Je ne sais pas, mais Oui. c'est compliqué, là. C'est compliqué, oui. C'est 750 000 C'est énorme, là. pour pas, le médicament c'est pas 30 000, seulement. là. Puis on ne parle pas non plus des frais parce que ça te prend un neurologue, ça te prend un anesthésiste, ça te prend l'hôpital. Fait qu'on parle aussi quelques centaines de mille de plus pour l'administrer. Pour l'administrer, Pour l'administrer pendant l'année. Alors, une levée de fonds est un peu utopique dans notre cas. Mais l'administration du médicament, c'est une fois par année, une fois par 6 mois? C'est à peu près 6 fois la première année, puis 4 fois les années suivantes. Mais c'est à vie, ça. C'est à vie? Oui, parce qu'il dure un certain temps dans le corps. Ensuite, il faut redonner une autre injection. Jusqu'à temps qu'un nouveau médicament est trouvé. Ouais. Il y en a d'autres en études cliniques qui s'en viennent, qui ne sont pas prouvés, ne sont pas efficaces. Pas nécessairement pas efficaces, mais ne sont pas prouvés, mais ne sont pas disponibles non plus. Le Spinraza, c'est le seul. Mais quand il va en sortir d'autres, il va y avoir de la compétition sur le marché. Le prix va descendre. Oui, il faut le voir comme ça. Mais en même temps, comment arrivez-vous donc à puiser là, la force, le courage, la résilience de passer au travers? Parce que, bon, vous vivez évidemment avec un enfant qui a un certain handicap, mais en même temps, vous avez le poids de toute cette pression d'aller voir le gouvernement, pétition et tout ça. Bon, comment vous passez au travers humainement de ça, vous-même, comme maman? Je pense que justement, on regarde nos enfants et on se dit, je ne peux pas rien faire. Ouais. Puis, on est plusieurs parents. Heureusement, avec notre regroupement, on se soutient, puis on s'appuie, puis on se motive aussi. On se donne des trucs. Puis, ça va plus vite que si on était seul. Donc, vous vous sentez moins seul dans tout ça pour passer au travers? Oui. Parce que sinon, ça devient un peu comme... je présume qu'il doit y avoir certaines frustrations là, qui poussent en vous. Là. Oui. Puis là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la solution à ça? Bon. Quand on va pousser plus loin, plus fort, on va aller chercher les réponses. Bon. Et que disent ces médecins par rapport à ça? Je présume qu'il doit y avoir aussi une certaine frustration chez le corps médical. Oui, surtout la portion administrative, parce que c'est tellement compliqué et tellement de paperasse, c'est tellement... sont frustrés au gouvernement de ne pas s'asseoir et négocier, mais aussi envers la compagnie pharmaceutique de charger ces prix-là. Il y a une double frustration là-dedans. Bien, bon courage à vous, puis bonne continuation là-dedans. Je pense que vous faites bien de l'expliquer aussi. Je pense que c'est important que la population en soit consciente. Effectivement, nous, on regarde ça, on a des parents, on est parents, on a des enfants en santé, puis on se dit, bon, si parfois, évidemment, ça nous arrivait, bien, on souhaiterait, surtout quand on sait que le médicament existe, je pense qu'on est tous derrière vous. Donc, merci de nous communiquer cette information-là. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle des escapades hivernales encore disponibles dans tout le territoire de la Montérégie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de rugby. Oui, avec Nicolas Mahé des Barracudas de Saint-Jean-sur-Richelieu. On parle du Super Bowl. Et on va parler pas mal du Super Bowl et de prendre ce gilet et de le mettre au rencard.
dimanche 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. On est en plein cœur du mois de février. C'est encore la saison de l'hiver. Il y a surtout des escapades hivernales qu'on peut faire. On sait, oui, c'est vrai, le printemps s'en vient bientôt. Il y a aussi à la fin du mois les érablières qui vont commencer à couler tout doucement. Avec nous pour en parler, le directeur des communications chez Tourisme Montérégie, François Trépanier. Bonsoir et bienvenue. Salut Éric, merci. Donc, on est encore dans l'hiver. On a eu un drôle d'hiver, des gros froids, surtout dans le temps des fêtes. C'est un peu dommage pour les pentes de ski. Après ça, on a eu des bonnes chutes de neige, mais on a eu malheureusement quelques redoux, des épisodes de verglas et tout ça. Là, évidemment, pour ce qui reste de l'hiver, à peu près, disons, un mois encore d'activité, qu'est-ce qu'on peut faire en Montérégie? Bien, écoute, avant de commencer de parler des activités, Éric, je veux te dire, puis ça, les gens ne le savent pas souvent, c'est que la Montérégie, il y a autant de monde qui viennent la visiter en hiver qu'en été. Tu sais, souvent, les gens disent « Ah, bien, on va aller faire nos escapades pendant les vacances cet été en Montérégie. C'est près de Montréal, c'est à côté de la maison. » Bien, il y a autant de monde, c'est pas un petit peu plus, qui viennent durant l'hiver. C'est environ 5 millions de personnes, là. Et à quoi on peut attribuer cette fréquentation qui peut être même à la limite un peu surprenante durant l'hiver en Montérégie? Proximité de Montréal. Nous, on sait que notre bassin vient de Montréal et de la Montérégie. Et on s'entend que les gens ne prennent pas beaucoup de vacances l'hiver. Si les gens en prennent, vont peut-être faire comme toi, vont aller dans le sud, passer une semaine de vacances, mais ceux qui font des escapades les font à proximité de la maison, et c'est ce qui avantage la Montérégie. Bon, oui, effectivement, il y a une proximité avec Montréal, mais encore faut-il qu'il y ait des choses à faire durant l'hiver. Et qu'est-ce qu'on peut faire en Montérégie? Bien, c'est sûr qu'on est bien reconnu pour l'agrotourisme en Montérégie, que ce soit les vignobles, les cidreries qui sont ouverts presque 365 jours par année. On est la seule région au Québec à avoir la route des cidres. Qui dit hiver dit cidre de glace. Donc, les gens sont intéressés à aller découvrir comment on fait le cidre de glace. Il y a un endroit ici à proximité à Hemingford, qui est le domaine neige, anciennement la face cachée de la pomme, qui font des activités tout au long du mois de janvier, qui appellent les classes neige pour aller profiter de l'extérieur, font des activités, des visites guidées des cidreries. Puis il y en a plusieurs là, qui font ça sur le territoire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les vignobles et les cidreries sont fréquentés durant l'hiver. Parce que souvent, on a l'impression que, tu vas là au printemps, été, automne, mais honnêtement, tu n'as pas le réflexe de penser d'aller visiter un vignoble ou une cidrerie durant l'hiver. Oui, il y a des gens qui y vont, puis c'est une activité qui est populaire. Ils vont essayer de faire des thèmes. Si on regarde du côté de Rougemont, notre ami Michel Jaudoin a un sentier qui va en montagne. Donc, il y a des activités, venez monter le mont Rougemont, descendez, venez vous asseoir à côté du feu à la cidrerie, prenez un petit verre de cidre. Il y en a beaucoup là, qui font des activités au niveau de l'agrotourisme avec ça. Je présume que la pêche à la glace, principalement Baie-Missisquoi, Venise en Québec, côté Philipsburg et Venise, c'est quand même assez important comme activité. Évidemment, je connais des gens qui habitent le long de la Baie-Missisquoi. On me disait à peu près 300 cabanes. Là. Il y a des convoyeurs. C'est extrêmement populaire. Lorsque tu arrives à Venise, tu regardes sur la Baie-Missisquoi, c'est à perte de vue. Les cabanes. Là, comme tu le disais, avec le redoux, là, il y a eu un petit peu de difficulté ces derniers temps, mais c'est une activité qui est hyper populaire. Tout ce qui est plein air, on parle pêche sur la glace, plein air, du côté de Saint-Bernard-de-la-Colle, le parc régional Saint-Bernard, endroit méconnu par plusieurs, à proximité ici du Haut-Richelieu, ou en famille, ou en couple, on peut faire glissade sur tube, patinage en forêt, raquettes, ski de fond, on peut jouer au disque golf durant l'hiver. Donc, au niveau des activités hivernales, plein air, dans le coin ici, là, il y en a beaucoup. Là, tu parles de l'île Saint-Bernard à Châteauguay? Non, ça, c'est le parc régional Saint-Bernard à Saint-Bernard-de-la-Colle. Saint-Bernard-de-la-Colle. Oui, mais il y a également l'île Saint-Bernard du côté de Châteauguay. Et on peut y aller l'hiver aussi? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire l'hiver à l'île Saint-Bernard, à Châteauguay? Écoute, c'est la randonnée pédestre, c'est la raquette, c'est le ski de fond, c'est l'ornithologie, l'observation des oiseaux, des animaux. Moi, je suis allé régulièrement et c'est jamais arrivé que je n'ai pas vu de cerf de Virginie à l'île Saint-Bernard. Ils se promènent à côté de toi, sont presque adoptés, si tu veux. C'est vraiment impressionnant. Là. Ça, c'est une face cachée un peu. Je suis allé là un peu par hasard, moi, au début septembre. Là.
Et ça faisait longtemps que je n'étais pas allé là. J'avais déjà fait un reportage télé il y a peut-être 20 ans. Puis j'ai vraiment redécouvert l'endroit qui n'est pas très loin, Châteauguay. Puis avec l'autoroute 30, ça se fait super bien. Donc, effectivement, c'est bien. Je présume aussi que du côté des parcs nationaux, Saint-Bruno, île de Boucherville, il y a encore des trucs qu'on peut faire là? Saint-Bruno, écoute, c'est le parc national le plus fréquenté au Québec. On a la chance de l'avoir en Montérégie. Et Boucherville est dans le top 5, donc également très populaire avec sa proximité de Montréal. Ski de fond, raquettes également, marche. Sont très forts sur les activités marche nocturnes, si on veut, un peu comme ici à Sim, au Richelieu, du côté de Mont-Saint-Grégoire. Beaucoup d'activités de la sorte. C'est extrêmement populaire, ces activités-là. C'est surprenant. Bon. La fréquentation du centre de ski Saint-Bruno. On sait que ce n'est pas une montagne très, très haute, 550 pieds. À une certaine époque où mes enfants étaient plus jeunes, on disait de Saint-Bruno que c'était la plus grosse école de ski au Canada. Je ne sais pas si c'est encore ça aujourd'hui. Plus importante école on parle d'école sur neige maintenant, avec sur neige. Parce que plus importante école sur neige au Canada, oui. Mais il y a quand même une fréquentation quand même assez hallucinante à ski Saint-Bruno. Oui, il y a beaucoup de monde. Ma conjointe est allée justement en fin de semaine là, avec mon petit garçon pour essayer de lui apprendre le ski. Puis elle a dit qu'il y avait beaucoup de monde, mais sont tellement bien équipés que ça va bien, tu n'attends pas longtemps, la location de l'équipement n'est pas chère. Tu as un nouveau parcours cette année qui est un parcours autodidacte où on va te montrer un petit peu par toi-même comment apprendre à skier. Ça a l'air de rien, mais c'est la montagne la plus près de Montréal. Beaucoup de touristes, beaucoup de Chinois qui débarquent les autobus. Ça arrive en autobus à Ski Saint-Bruno, des autobus de Chinois qui veulent apprendre le ski alpin. Donc, non, il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon. Patiner l'hiver, des patinoires extérieures, c'est un peu plus difficile. On le voit même ici à Saint-Jean, où malgré des froids intenses, on se disait début janvier, la glace a épaissi. Puis là, finalement, pour toutes sortes de problèmes, banc du canal, on oublie ça. Bon, ça, c'est un peu plus difficile. Je ne sais pas si un jour, on aura une patinoire avec des réfrigérés comme à Place Douville à Québec. C'est peut-être intéressant. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur? Bien, c'est sûr que les musées sont populaires l'hiver. Les gens cherchent des activités pour se réchauffer. Tu l'as dit, on a eu une période... L'hiver a très bien commencé pour les activités extérieures. Par la suite, là, ça s'est gâté un petit peu parce qu'il faisait extrêmement froid jusqu'à tout récemment. Donc, pour les musées, ça a été bon, là, activités intérieures. Puis on sait qu'on a des musées qui sont extrêmement populaires en Montérégie. Bon. Il y a, évidemment, comme je le disais en introduction, dans à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines, gros maximum, ça va être le début de la saison des sucres. Et là aussi, ça fait partie de cette concentration de la fréquentation touristique en Montérégie. Oui, bien écoute, j'espère revenir t'en parler plus en profondeur, mais le temps des sucres est un produit agro-touristique extrêmement populaire. C'est plus de 700 000 personnes qui viennent au sucre à chaque année en Montérégie seulement, avec le pôle de Mont-Saint-Grégoire, qui est le pôle au Québec où on retrouve le plus de cabanes à sucre au kilomètre carré. En fait un pôle extrêmement important, extrêmement populaire. Il y a une belle diversité de cabanes à sucre en Montérégie, que ce soit champêtre, rustique, familial. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Je suis justement allé à la sucrerie de la montagne à Rigaud cette semaine, voir Pierre Fauché, là, qui est un emblème du temps des sucres. Et eux servent des repas de cabane à sucre 365 jours par année. Donc, quelqu'un qui vient ici en plein mois de juillet, un touriste, peut aller manger des oreilles de Christ et un omelette soufflée du côté de Rigaud. N'importe quand. Oui. Bon. La Tourisme Montérégie a également certains outils. Évidemment, on peut aller sur le site Internet, mais il y a un dépliant, en fait, une carte. Puis d'ailleurs, si je m'amuse à la déplier, je ne sais pas si... Je ne sais pas si nos amis en régie vont être heureux de la chose, mais voici, c'est quand même assez... je vais quand même la montrer parce que c'est énorme. Écoute, c'est énorme. Oui, le territoire en entier est dessiné sur la carte. Et on a vraiment positionné là, tous les intervenants touristiques qui sont dans la campagne hivernale, la Montérégie, ma région d'escapade hivernale à 2 pas de Montréal. Donc, c'est facile de retrouver l'intervenant sur la carte et de se replacer un petit peu dans notre grand secteur. Bon, d'ailleurs, je ne la replierai pas parce que ce ne sera pas très, très élégant, mais ce qu'on sait... Et ça, on peut se la procurer donc un peu partout? Oui, on peut se la procurer. Elle est dans tous les bureaux touristiques de la région. Elle est au centre frontalier également. Elle est à Montréal. On peut se la procurer en ligne également. On peut la commander. On va vous la poster gratuitement à quelqu'un qui ne peut pas se déplacer au 10-30. Donc, c'est vraiment un outil qui est nécessaire pour l'hiver, pour quelqu'un qui veut prévoir des activités. Vraiment, tout est là-dessus. Sinon, le site monescapade.ca est extrêmement complet. Bon. Il y a aussi, tu en faisais mention, au 10-30 à Brossard, les bureaux de tourisme Montérégie, la maison du tourisme, qu'on peut visiter à l'année parce que c'est pas juste un comptoir où on donne des pliants. Là, il y a vraiment une thématique intéressante depuis quelques années. Même les gens qui veulent planifier, parfois, on passe pas très loin de Brossard, on peut arrêter chez vous,
commencer à penser à planifier, oui, les activités du moment présent, mais on peut commencer à penser à l'été, ou peut-être même si on pense à une autre région au Québec, on peut se renseigner chez vous. Certainement, on a les guides touristiques de toutes les régions du Québec. On va vous trouver l'information. Nous, pour les gens qui travaillent à l'accueil, un client, un touriste ne repartira pas sans l'information, peu importe la région du Québec. Donc, oui, on a le guide touristique de toutes les régions, mais on va quand même vous aider à planifier votre séjour là, avec plaisir. Bon, puis tantôt, on parlait évidemment du temps des sucres qui s'en vient, mais il y a aussi la semaine de relâche. Oui. Est-ce que les parents, bon, c'est pas tous les parents, évidemment, qui ont le loisir d'être en vacances durant cette semaine-là, mais ceux qui peuvent l'obtenir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leurs enfants début mars? Comment on le planifie? Bien, c'est sûr que, écoute, beaucoup les activités extérieures sont populaires là, pour les parents qui sont en vacances. Sinon, il y a des endroits, je pense à Oasis Surf du côté du quartier 10-30, où on peut faire du surf à l'intérieur. À toutes les semaines de relâche, on a des camps de surf, donc on peut confier notre enfant pendant la semaine de relâche et on va faire du surf à l'intérieur pendant toute la semaine. Donc, pour les parents, justement, qui n'ont peut-être pas de vacances, c'est un endroit qui est à proximité ici du Haut-Richelieu et vos enfants vont avoir beaucoup de plaisir, je vous le garantis. Donc, plusieurs activités à venir, hiver comme été, ici même en Montérégie. Donc, pour tous les renseignements, vous avez les informations au bas de l'écran. François, merci beaucoup. Plaisir. Puis on se revoit dans un mois pour le temps des sucres, j'espère. Là, on va en parler vraiment en détail parce qu'effectivement, puis d'ailleurs, sur tous les outils de communication de Tourisme Montérégie, on voit cette diversité d'érablières. Évidemment, on en a beaucoup ici à Saint-Grégoire. Ouais. Mais on peut faire le tour, notamment dans le Suroît, là, dans le Vaudreuil. Il y en a partout. Ouais. Merci. Merci, Éric. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. La Société de développement du Vieux-Saint-Jean recherche actuellement des artistes pour meubler la programmation d'un été chaud. Donc, si parfois vous avez de l'intérêt ou si vous connaissez des gens qui ont du talent pour la chose, bien, vous pouvez contacter les gens de la Société de développement. Entre-temps, on vous rappelle qu'à chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu et à chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Prochain rendez-vous, demain. Bye-bye.